Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Ginette H., artiste peintre accomplie, qui célèbre 50 ans de carrière artistique. En parallèle, elle a consacré plus de 34 années à l'enseignement, tout en explorant une autre de ses passions, le design d'intérieur. Son parcours est un véritable tissage de créativité, d'engagement et de transmission. Mais qui est Ginette H. au-delà des titres? Quel impact l'art a-t-il eu sur sa vie personnelle et professionnelle? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Ginette, tu as d'abord obtenu un baccalauréat en pédagogie en 1973. Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cette voie? Ce qui m'a amené à me diriger vers l'enseignement, la pédagogie, c'est que quand j'étais adolescente, j'avais dit à mes parents que je voulais devenir artiste, peintre, mais mes parents n'étaient pas d'accord. Alors plus tard, quand j'ai fait mon cégep, j'ai décidé d'aller en art plastique, en enseignement des arts, mais ça prenait des cours de pédagogie. Ça, c'était très important. Pour pouvoir être capable d'enseigner, il fallait que je fasse des stages dans des écoles. Puis en plus aussi, je faisais du remplacement de professeurs qui étaient malades. Ça me donnait de l'expérience. Est-ce que l'art faisait déjà partie de ta vie à cette époque? Oui, parce que quand j'étais jeune, j'aimais dessiner, j'aimais colorier, j'aimais peindre. J'ai appris tout seul à peindre à l'huile. Puis c'est ça qui a déclenché que je voulais devenir peut-être artiste peintre. Je me suis dirigée vers l'enseignement. Et j'ai été comblée toute ma vie dans l'enseignement. Tu as ensuite poursuivi des études en arts plastiques à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette discipline? Bien, quand j'étudiais en pédagogie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais à Rouyn-Noranda, c'est là, même dans les cours de pédagogie, on avait des cours d'art. Je me souviens, les cours que je suivais, c'était avec une personne assez reconnue, Francine Simonet. Elle était reconnue partout. Alors, ça m'a préparé pour aller à Trois-Rivières, étant donné que la formation art plastique ne se donnait pas à Rouen. Je suis allée la faire à Trois-Rivières. Puis les 2 cours que j'ai suivis avec Francine Simonet, ça m'a aidé à me diriger vers ce domaine-là. En tant qu'étudiante, quel médium préférais-tu? À l'université, j'ai appris à travailler avec l'acrylique. J'avais jamais travaillé avec ça parce que quand j'étais un peu plus jeune, avant de faire mes études en art, je peignais à l'huile. Ça a été un apprentissage, mais j'ai aimé ça. Puis, il fallait faire des tableaux abstraits. Pas de figuratif. À un moment donné, j'ai présenté un tableau, un portrait de Mireille Mathieu, ma chanteuse préférée. Je trouvais que je l'avais bien réussi. Mais le professeur m'a refusé catégoriquement. Ça passe pas. Fallait faire de l'abstrait. Alors, je me suis dirigée vers les plasticiens, Claude Tousignan, des aplats. Je travaillais beaucoup en aplat avec du masking tape pour avoir des lignes parfaites. C'est comme ça que je travaille. Comment ton approche artistique a-t-elle évolué durant tes études? Lorsque j'ai terminé mon bac en art, j'ai voulu continuer à suivre des cours avec des professeurs.
parce que je me sentais un peu insécure. J'avais l'impression de ne pas avoir appris grand-chose. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de suivre des cours. Alors, le premier cours que j'ai suivi, c'était avec François-Yves Landry. Puis, on avait nos cours à la maison de Louis Carrier, qui est devenue maintenant une galerie. Et c'était un professeur, je connaissais pas son style, mais je l'ai découvert plus tard dans une exposition. C'est un excellent peintre. Puis, il était excellent comme professeur. Ça m'a donné de la rigueur. En 1991, tu t'es formé en design d'intérieur. Qu'est-ce qui t'a poussé à explorer ce domaine? Je dirais deux choses. La première chose, c'est que maman travaillait dans un magasin de décoration. Elle travaillait dans les tissus, les habillages de fenêtres, tout ça. Puis souvent, j'allais la voir. Puis des fois, elle me laissait tout seul dans le magasin. Alors ça a été un déclic. Le déclic le plus important, c'est un élève que j'oublierai jamais. Il était en secondaire 1 en 1975 avec Claude Vallière, Stéphane Prévost. Je les oublierai jamais, ces élèves-là. Et Stéphane avait un don du dessin. Puis finalement, quand j'ai fini ses études au secondaire, il est allé au Cégep Garneau où se donnait la formation en design d'intérieur. Lorsqu'il a terminé ses études, il m'a invité à aller au vernissage. Parce que là, tous les élèves qui étudiaient dans le design, qui étaient finissants, exposaient leurs travaux les plus importants. Et quand j'ai vu ça, les plans, tout ça, j'ai été impressionnée. Ben, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Alors, ça n'a pas été long. Je me suis inscrite aux ateliers Imagine pour étudier dans ce domaine. Tu as œuvré dans l'enseignement pendant 34 ans et tu as commencé ta carrière en relevant un défi important, enseigner dans un collège de garçons. Peux-tu nous en parler? En effet, j'ai travaillé en art plastique entouré de garçons, des élèves. Il y avait des pensionnaires, puis des externes. Il y avait aussi plusieurs prêtres et des professeurs laïcs, bien sûr. Et j'ai été la première femme à être engagée. Ça, c'était comme une fierté, par exemple. Mais il a fallu que je fasse ma place, que je m'impose. Je me souviens, je peux-tu raconter une petite anecdote? La classe était comme un ancien dortoir. Il y avait plein de lavabos sur le mur du fond. Il fallait que je nettoie ça tous les jours. Mais il y a une chose qui me dérangeait. C'était les petits bureaux qui n'arrêtaient pas de bouger. Fait que je descends en bas. Je vais voir le directeur des études, M. Réal Quintin. J'ai dit, je veux que les bureaux soient fixés pour pas qu'ils bougent, pour pas qu'ils renversent la peinture ou n'importe quoi. Ben, le lendemain, c'était fait. La petite Ginette, elle a été efficace. La créativité est importante dans ma méthode d'enseignement parce que quand j'ai terminé mes études en art plastique, je me sentais un peu insécure. Alors, ce que je faisais, je m'achetais des livres. J'ai investi une fortune dans mes livres pour avoir des idées, puis pour avancer, pour évoluer, pour faire travailler les élèves, pour avoir de la variété aussi dans mes projets. Ça, c'était bien important. Donc, j'ai travaillé fort là-dessus, faire de la recherche. Mais j'aimais ça. C'était une passion. C'est pour ça que je suis restée dans l'enseignement pendant 34 ans. Sinon, j'aurais lâché.
ton expérience en milieu scolaire a influencé ta pratique artistique? Oui, c'est important de faire preuve de créativité dans l'enseignement des arts plastiques. Ça, je démarre pas là-dessus. Même au secondaire, je donnais des fois des projets difficiles, mais les élèves faisaient du beau travail. Au collégial, j'étais pionnière aussi au niveau collégial. Il n'y avait pas de professeur, j'étais toute seule pour enseigner 10 cours d'art pendant l'année. C'était quelque chose, j'avais 2 cours d'histoire de l'art. Mais mes élèves, lorsqu'ils faisaient des cours de couleur, de théorie pratique de la couleur ou organisation 2D, ils m'ont inspiré. Ils faisaient des beaux travaux, des belles toiles. Puis vraiment, je trouvais ça super. Mais aussi, c'était plus fort que moi. Quand je donnais un projet à mes élèves, j'aimais le faire. Pour voir si le projet, ça va fonctionner. C'était bien important. Puis, pour stimuler la créativité des élèves. Fait que, oui, en effet, la créativité au niveau de l'enseignement, ça m'a aidé beaucoup grâce à mes élèves. Quel souvenir marquant gardes-tu de ta carrière dans l'enseignement? Le premier souvenir marquant, c'est au collégial. C'était l'époque où les religieuses, les Ursulines, demeuraient au collège Médicis, au 5e étage. Mais là, elles devaient partir. Et il restait des meubles. Une personne qui s'occupait de l'équipement m'a demandé si j'accepterais que mes élèves fassent de la rénovation ou de la restauration de meubles. Ah, ben j'ai dit oui. Ça a été extraordinaire. J'ai 2 élèves qui ont tout décapé un piano, puis qui l'ont repeint, puis reverni, puis il s'est vendu aux enchères à 1500 $. C'est quelque chose, hein? Puis, moi, c'était plus fort que moi aussi. Je voulais réaliser quelque chose. Alors, il y avait une armoire de cuisine, simple, une armoire, 2 portes. Rien, toute blanche. Alors, j'ai décidé d'en faire un meuble, comme une genre d'étagère. Je me rappelle, il l'avait placé en haut, sur la mezzanine, elle était en évidence. Il y en a qui voulaient l'acheter. Mais moi, je ne voulais pas je voulais la garder pour moi. Alors, j'ai travaillé ça avec amour. Puis, le fait que je travaillais, que je m'impliquais même avec eux autres, avec les élèves, bien, ça les stimulait, ça les encourageait. Parce que je m'impliquais. Je faisais pas juste les regarder puis leur donner des commentaires. Je m'impliquais dans la tâche. Fait que ça, c'est un beau souvenir qui me rend fière. Avec la feuille d'or, les madames que j'ai collées, ça fait style époque un peu. Mais je suis fière de mon œuvre. Tout l'intérieur est tout bien fini, avec du papier que j'ai collé. Moi, j'ai travaillé fort. Acheter les poignées, acheter les pattes, acheter ça, faire une décoration, faire un petit peu style époque. Ça, c'est un souvenir que je garde précieusement. Et aussi, la première année, quand j'ai commencé à enseigner, mon Claude Vallière, puis ma petite gang, là, le 4-5, arrivait en classe. Bonjour Ginette! Fait que là, il était tout de bonne humeur. Puis ça me stimulait. J'étais contente. Puis surtout que c'était le vendredi. C'était un cours de 3 heures. Fait que
Ça finissait bien la journée. Ça, c'est un bon souvenir, vraiment. Puis Claude Vaillant, il est encore comme ça. Il n'a pas changé. Bonjour, il est toujours de bonne humeur. Je suis allée le voir l'autre jour. Toujours de bonne humeur. On a gardé un lien fort. Ginette est une personne travaillante, toujours prête à se dépasser et à multiplier les projets. En plus de ses deux autres carrières, elle a lancé une entreprise de design d'intérieur avec son conjoint. À quel moment t'es-tu lancée dans le design d'intérieur? Pour commencer, je suis allée étudier aux ateliers Imagine le design d'intérieur pour connaître toutes les facettes du design, les plans, les matériaux, les tissus, les compagnies avec lesquelles tu vas faire affaire, un tas de choses que là, j'ai appris beaucoup. Ça, c'était en 1991 jusqu'en 1994 que j'ai étudié. Ensuite, j'ai été 1 an à travailler dans un magasin. Ça s'appelait Décoration CPPAT. Il était plus spécialisé dans le couvre-sol, la tuile. Il y avait des tissus, bien sûr, des papiers peints, mais il y avait beaucoup de couvre-sol. Puis lui, c'était un spécialiste dans la céramique. J'ai aimé mon expérience parce que j'ai été en contact avec des compagnies pour pouvoir savoir si je veux entreprendre une carrière de décoratrice autonome. Il fallait que je connaisse les produits ou bien les procurer. Et malheureusement, dans un magasin, ce qui est dommage, c'est que j'étais payée à la commission. Alors, si je n'avais pas vendu dans la journée, je n'avais pas d'argent. Quand Claude a vu ça, il a décidé, on va partir notre commerce. Il a fait toutes les démarches pour partir le commerce. C'est son initiative, c'est pas la mienne, c'est Claude. Lui, il était à sa retraite, en plus. Fait qu'il avait le temps de m'aider. Alors, on a créé notre logo. En fait, notre thème, c'est Décoration excellente. C'était notre bannière. On travaillait les soirs et souvent les fins de semaine parce qu'il fallait répondre aux clients. Quand les clients téléphonaient, ben, on refusait pas, là. On voulait avoir un peu d'argent. Alors, on a travaillé les soirs, puis moi, j'étais à temps plein en plus au Collège Médicis. Ça a été un gros défi. Ça a été un travail passionnant. Le côté humain. Souvent, là, on allait chez un client, là, puis il nous invitait à un café, puis on sortait de là, il était minuit le soir. Là, il fallait retourner à la maison, parce que c'était pas toujours proche. Là. Ça pouvait être à Briqueville, un peu partout, là. Puis là, ben, quand tu arrives à la maison, ben, faut que tu ranges le matériel. C'était quelque chose. Puis le lendemain, ben, j'allais à l'école. J'allais enseigner. Fait que c'était une belle aventure, mais on a malheureusement fermé le commerce. En 2007, on a été 12 ans à travailler ensemble, Claude et moi. Puis moi, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. C'est un peu pour ça qu'on a fermé le commerce. Ce qui était extraordinaire, Claude s'est beaucoup impliqué. Dans le sens que s'il y avait de la peinture à faire, il le faisait. S'il y avait du plâtrage à faire, il le faisait. S'il y avait du papier peint à poser, il était capable de le faire, puis il était minutieux. Il ne fallait pas que les joints paraissent. Puis moi,
moi, je pensais aux habillages de fenêtres, comment habiller les fenêtres. Parce qu'à l'époque, dans les années 90, la mode était aux rideaux et aux valances. Alors, je faisais des plans à l'échelle, avec toutes les indications, pour remettre ça à la couturière. C'est la couturière qui faisait les valances puis les rideaux. Quand c'était fini, on allait chercher ça et on allait chez le client installer tout ça. Et c'est Claude qui faisait l'installation, qui posait les pôles et tout. Fait que ça a été vraiment un travail d'équipe. Puis ça donnait bien ensemble, on travaillait bien ensemble. Qu'est-ce que tu aimais le plus dans ce métier? Ce que j'ai étudié en design, on a appris à faire des plans. Et j'ai adoré ça, faire des plans à l'échelle. Alors ici, j'ai un exemple d'un plan de salle de bain que le professeur nous avait demandé de faire. Et je vous montre les étapes. Ça, c'est un plan de la salle de bain en noir et blanc. Parce que je voulais avoir du blanc, du noir et du doré. Alors, c'est une échelle de 1/2 pouce pour un pli. Ouais, c'est ça. 1/2 pouce pour un pli. Alors, tout fait avec. J'avais une table spéciale avec une règle que tu pouvais glisser. Puis j'avais un équerre pour pouvoir faire toutes mes lignes bien droites. Ça, on faisait ça avec une plume spéciale, là, style Minerve, là, un peu, là, avec une encre. Puis l'intérieur, on faisait ça avec des feuilles Prismacolor à l'alcool, comme ici le gris. Même l'intérieur, c'était fait au crayon de bois. Ici, plan technique, mais avec l'électricité. Où placer les interrupteurs, là. Où placer les encastrés. Il fallait tout penser à ça. Les directions, où les placer. Comme par exemple, ici, c'est le lavabo. Ici, c'était une étagère avec la toilette. À l'échelle, puis toutes les mesures. Je commençais par la plus petite, après ça la plus grande, en allant en croissant, pour terminer avec le plan mesure 9 pieds et 3 pouces. Ça m'a amené ça, là, à la rigueur, à faire du travail bien fait, impeccable. D'ailleurs, j'étais la meilleure étudiante. On a commencé, je me rappelle, on était 12 étudiants, puis on est demeuré 5 à la fin. Il fallait quand même être bon en dessin. Bon, c'est un autre plan technique. Puis ici, là, il fallait tout spécifier, là. Tout ce qui était là, il fallait le spécifier ici. Pour expliquer à l'électricien, par exemple, qu'est-ce qu'on doit mettre. Ici, c'est une élévation. Qu'est-ce que ça va donner, la salle de bain? Alors ici, j'ai un lavabo avec une vanité puis une armoire. Ici, j'ai une autre armoire avec la toilette. Puis ici, c'était le rideau, puis le petit store, puis le bain. Ça, c'était un meuble, une étagère. Puis il fallait que je spécifie où vont les pentures, les tablettes, est-ce qu'elles sont ajustables ou non. Il fallait que je spécifie tout ça
pour que ce soit bien clair pour l'ébéniste. Alors ici, on a différentes vues, là. Puis ensuite, il fallait penser aux matériaux, les accessoires. Alors, ce que je mettais, ce que je pensais mettre, il fallait que je me trouve des images, que je les colle sur mon plan. Et ici, c'est les accessoires comme les paumes, le papier de toilette, les poignées, ici, les petites tablettes en verre, savonnier, en fait, les accessoires. Ici, c'est les couvre-sols. Qu'est-ce que je pensais mettre comme couvre-sol? Alors, des types de céramique, comme ici, c'est une céramique avec un motif noir, gris pâle, puis doré. Ça donnait de la richesse. Ça, ici, c'était une petite bordure qu'on appelle une listelle, que tu mets soit en haut de la céramique, sur un mur, par exemple. Ici, c'est le modèle de rideau que je voulais, un genre de draperie. Je voulais du miroir. Ici, c'était une lamelle de star. Je voulais que le star soit doré. Ça, ici, c'est la couleur de peinture, avec le numéro de la couleur. Et ça, c'était les revêts du mobilier, en fait, les armoires, les étagères qui étaient dans la salle de bain. C'est un exemple d'un travail très rigoureux. Et ça, il fallait faire ça à l'intérieur de 2 semaines. Mais on avait des très bons professeurs. J'ai appris énormément. Ça, c'est un autre plan, c'est une autre sorte de plan. On était parti d'un plan de maison. Puis le défi, c'était de faire l'aire de séjour, puis la salle à dîner, puis le salon. Mais il fallait commencer par un plan de maison que l'enseignant nous avait soumis. Puis il fallait soit déplacer des murs, puis recomposer les pièces. Alors ici, j'ai décidé d'ouvrir le salon, la salle à dîner. Ici, c'est la cuisine, parce que ça, c'est un îlot. Ça, c'est la descente d'escalier, l'entrée principale. Et ça, ici, c'était la chambre des maîtres, avec 2 walk-ins, et puis 2 autres chambres. Ça, j'aimais ça, faire les rendus. Ça, c'était plaisant. Puis, j'étais minutieuse. Le bois franc, tout bien aligné. La céramique, j'essayais d'imiter la céramique que j'avais pensé mettre. Les divans, la table de salle à dîner, les chaises. Ici, c'était le meuble de télévision. Ici, les petits tabourets pour Guillaume, plantes. Les lampes. C'est important d'avoir des lampes pour avoir de l'éclairage. Et là, ben là, c'est les plans techniques que j'ai expliqué tantôt. Puis ça, c'est les élévations. Comme ici, on voit le meuble où on peut mettre la télévision, les 2 fauteuils. Puis ici, c'est la salle à dîner. Un côté de la salle à dîner. Ça donne un bel aperçu. Puis finalement, ici, c'est encore tous les accessoires, le mobilier, quelle sorte de chaise que je voulais, quelle sorte de table que je voulais, quel type de luminaire, des encadrements. Ici, je trouvais la table superbe. Ici, ben là, j'ai le mobilier que j'avais choisi, les encadrements, le type de lampe, tout ce qui va dans un salon, mais une salle à dîner.
Puis ici, c'était les matériaux. Comme ici, c'était le choix de tissu que j'avais choisi. Celui-là, il est vrai, mais lui, c'est une photocopie. Parce qu'on n'avait pas toujours beaucoup de tissu. Là. Ici, c'est les choix de couleurs, les moulures. Ça, c'est le store. Et ça, c'est des recouvrements de chaises, de fauteuils. Et puis ça, c'était le bois franc pour le plancher. Ça a été passionnant. Je mettais des heures et des heures. Je pouvais me coucher 3-4 heures du matin pour faire ça. Puis j'y mettais tout mon cœur, tout mon amour. C'est pour ça que j'en ai gardé quelques-uns comme souvenir. Mais malheureusement, en décoration, t'en fais pas beaucoup de plans. Par contre, il y a une cliente qui m'a demandé de faire un plan de maison. Changer l'allure de la maison. Mais finalement, ça n'a pas marché parce que les deux ne s'entendaient pas. Mais ça aurait été intéressant. Ça aurait été un beau défi. Voilà. Est-ce que le design stimulait ta créativité? Bien sûr, faire des plans comme ça, là, ça demande de la recherche, de la créativité, puis un bon sens d'organisation, puis il faut que ça soit harmonieux, il faut que tu penses à tout. Et ça m'a aidé dans ma pratique artistique aussi, parce que j'ai appris à avoir de la rigueur. C'est ça qui est important. Du travail bien fait, d'être soucieuse du détail, travailler avec passion puis amour. C'est ça qui est important. Puis ça, ces plans-là, je les ai faits avec amour. Tout le cours qui a duré 2 ans, j'ai fait ça avec amour. Avec l'amour, la passion, la discipline, la rigueur, tout ça, ça va ensemble. Ça fait un tout. Ce qui fait que tu peux être une bonne designer ou une bonne artiste. Comment as-tu réussi à jongler entre ta carrière d'enseignante, de designer d'intérieur et ta pratique artistique? Est-ce que cela a été difficile? Je vais être franche, ça n'a pas été facile. Parce que je menais 3 choses en même temps. Il fallait que je sois organisée. C'est important. Fait que les soirs, puis les fins de semaine, quand on avait des clients, on allait chez les clients. Le jour, j'enseignais. Par contre, au niveau peinture, j'en faisais moins, mais j'en faisais un peu grâce à mes projets que je donnais à mes élèves. Ça stimulait ma créativité. Quand j'ai fini ma carrière, c'était clair dans ma tête qu'à ma retraite, je serais peintre. Ça, c'était clair. Puis ça faisait longtemps que c'était planifié. C'était difficile, mais parce que j'ai eu des problèmes de santé. Mais ça m'a enrichi humainement, puis au niveau connaissance, expérience, ça m'a apporté beaucoup. Comment as-tu réussi à préserver un espace pour la création artistique dans ta vie professionnelle? Bien, d'abord, je dois dire que quand j'ai étudié en design d'intérieur, je n'avais pas le temps de peindre, malheureusement. Par contre, dans mon enseignement, j'aimais participer avec les élèves. Quand je leur donnais un projet, je voulais le faire. C'était plus fort que moi. Ça me permettait de développer ma créativité. Puis de sortir de ma zone de confort aussi, c'est important. Et en 2009, lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai décidé d'être artiste
à temps plein. Pour retrouver mes pinceaux, peindre à temps plein. Et j'ai décidé de faire partie de différentes associations, comme l'ARS, c'est en 2009. Je suis toujours avec l'ARS. L'Académie internationale des beaux-arts depuis 2011. Ensuite, la Société artistique culturelle de Québec depuis 2012. Art Total Multimédia, c'est depuis 2014. Les UCSU. Tout ça, ça m'a permis de faire des expositions. Et j'ai eu la chance d'aller exposer à la galerie qui s'appelle l'Espace contemporain dirigé par Michel Terrier. C'est une belle petite galerie. À chaque fois qu'il y avait une exposition, il y avait toujours un thème différent. Puis ça, j'aimais ça. Par exemple, les petits papiers. C'est là que j'ai découvert ma façon de travailler avec le collage, puis les papiers japonais, puis tout ça, puis le cerne pour contourner les éléments. J'ai exposé là, au moins 4 à 5 fois par année à l'espace contemporain, de 2012 aller jusqu'à la fermeture en 2019. Ça m'a fait un petit peu de peine, là. Mais j'ai continué, j'ai pas lâché. À chaque fois qu'il y avait des expositions, je m'inscrivais. Comme là, présentement, une exposition pour la SAC, dans la librairie Le Mot de Tasse. Je vais exposer là. J'ai posé ma candidature, puis c'est fait. Cet automne, je vais être à l'espace Temps, qui est à Lauson. C'est une belle galerie, c'est assez grand. Et j'ai posé ma candidature. Donc, c'est sûr que j'expose moins qu'avant. Mais à chaque fois que j'ai l'occasion, je veux m'impliquer. Parce que j'aime ça, puis c'est ma passion. Est-ce que l'art t'a aidé à surmonter des moments difficiles dans ta vie? L'art m'a aidé à surmonter des problèmes difficiles, par exemple ma santé, parce que quand je fais de l'art, j'arrive à oublier mes douleurs. C'est comme une thérapie. Puis ça, j'ai besoin de ça. Et aussi, ce que je trouve difficile, c'est la vente de tableaux. C'est pas facile de vendre des tableaux, surtout dans cette période de temps difficile. Là. Je vends pas beaucoup. C'est malheureux, mais c'est ça. Mais je m'arrête pas à ça. Je continue, puis j'avance. C'est ça qu'il faut faire. Il faut être dans le positif et non dans le négatif. Peux-tu nous parler d'un moment charnière où l'art t'a permis de traverser une épreuve difficile? J'ai connu une période difficile en 2021. C'était pendant la pandémie. Et pendant la pandémie, on dirait que j'avais moins d'inspiration. Il faut dire que j'ai eu des problèmes à surmonter. Ma meilleure amie, Sylvie Richard, qui enseignait avec moi au Collège de Lévis, qui a été ma première stagiaire en 1977. Elle est décédée en avril 2021. Là, ça m'a ébranlé beaucoup. Puis d'autant plus que je pouvais même pas aller la voir à cause de la pandémie. Par après, au mois de juillet, je tombe en bas de l'escalier. Alors là, j'ai été ébranlée. Là. Comment c'est arrivé? C'est que je m'étais endormie dans ma chaise berçante. J'éteins la lumière, là, je m'en vais me coucher. Mais au lieu de prendre la direction du passage, j'ai pris la direction de l'escalier. Je me suis blessée à la tête. Puis ça a pris du temps à guérir. À cause de la blessure, j'avais une douzaine de points. Mais c'est les cheveux qui rentraient tout le temps dans la plaie. Je passais mon temps à aller au CLSC. Je faisais des farces, je dis, je vais prendre un abonnement pour le CLSC.
Et le plus dur moment, c'est Francine. Francine a commencé à avoir un cancer en 2019, pardon. Elle a commencé à avoir des traitements d'immunothérapie qui ont duré 2 ans. Et en 2021, en février 2021, le médecin, l'oncologue, lui a téléphoné puis lui a demandé est-ce que vous voulez avoir de la chimiothérapie et de la radiothérapie? Francine avait dit non. Elle préférait avoir des soins de confort. Parce que pour elle, c'était de l'acharnement thérapeutique. Elle ne voulait pas ça. J'étais entièrement d'accord avec elle. Ça, c'était en février 2021. Il lui donnait 8 à 12 mois. Elle a fait un peu plus de 8 mois. Mais elle a quand même eu une belle période, je me souviens, dans le temps du printemps. Elle aimait colorier, Francine. Donc, elle coloriait, puis ça lui faisait du bien. Donc là, elle a connu une bonne période. Mais à partir du mois de juin, là, elle a attrapé une pneumonie. Là, ça a commencé à descendre. Et elle a été hospitalisée. Il fallait qu'elle aille pour une dose de sang. Puis finalement, ils l'ont gardée. J'étais déçue. C'était à l'Hôtel-Dieu de Québec. Elle a été 1 mois hospitalisée à l'Hôtel-Dieu de Québec. Et après ça, elle a fini ses jours au centre des personnes en fin de vie, le littoral. Elle a été super bien soignée. Les infirmières, tous les employés, ils travaillent avec elle. Ils s'occupent de leurs patients. Pas mal plus que dans les hôpitaux. Je me souviendrai toujours la journée où elle a eu la piqûre pour mourir. C'était pas vraiment l'aide à mourir, mais elle a eu une injection, puis là, elle a tombé dans un coma. C'était un samedi. Et puis, elle est décédée le mercredi suivant, le 17 novembre, à 9h du soir. Puis à 9h10 du soir, le téléphone sonne pour nous dire que Francine était décédée. Puis on était allé la voir. On était resté là jusqu'à 7h. Mais là, il fallait que je parte parce que j'avais quelque chose. Donc Francine, elle est décédée toute seule. Mais souvent, c'est ça qui arrive. Et le lendemain, c'était le jeudi, il préparait Francine. Et puis, on est allé la voir. Je la trouvais belle. Elle était toute bien habillée. Elle avait une belle gerbe de fleurs sur elle. Elle avait l'air sereine. Aucune ride, rien. Elle était vraiment belle. Mais j'ai assisté jusqu'à la fin, lorsque le monsieur là, qui vient envelopper Francine dans une couverture, puis là, il l'apporte pour la faire brûler. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Puis après ça, ben, ça a été la cérémonie, le 5 décembre. Et là, j'ai écrit un bel hommage. Je trouvais qu'elle l'a mérité. Je lui ai dit que je l'aimais beaucoup, qu'elle était importante dans ma vie. Ça a été le moment, je pense, le plus pénible. Parce qu'au début, ben, en 2019, la pandémie n'a pas commencé, fait que j'allais avec Claude pour ses traitements. Elle avait des traitements 3 fois par semaine à l'Hôtel-Dieu de Québec. C'est quand même loin, là. On prenait le boulevard Champlain. Ça prenait 1 heure. Puis on restait toujours à peu près 2 heures. On revenait à la maison, on était fatigués. Mais elle s'est jamais plainte. Jamais. Jamais qu'elle s'est plainte. Je l'ai trouvée forte,
courageuse. Ça a été une battante jusqu'à la fin. Même quand elle était bébé. Parce que quand on est venu au monde, on pesait 5 livres à nous deux. On était des bébés prématurés. En 1951, on était dans un incubateur pendant quelques mois. Francine a été 6 mois, puis moi j'ai été 2 mois. Francine, même, elle a eu l'extrême onction, puis elle a failli mourir. T'imagines? J'aurais été toute seule. Pas de Francine. Puis maintenant, aujourd'hui, j'y parle. J'ai une photo dans le vivoire. Je vais la regarder, je vais parler. Ou quand je me couche le soir, je lui parle. Et ça me fait du bien. Et c'est arrivé que j'ai eu un ombrage blanc juste en arrière de Daniel. J'étais en train de travailler et j'ai dit ça, c'est français. Et un autre moment, c'était autour de notre anniversaire de mariage. C'était au mois d'août. On était allongés sur le lit, Claude puis moi. À un moment donné, j'ai vu comme un nuage flou qui bougeait sur le plafond. Puis à un moment donné, j'ai vu apparaître un visage. Ah, mais j'ai dit, c'est Francine! J'étais contente. Parce que je crois en ça. C'est ça mon histoire. Mon art a effectivement évolué au fil des années. Lorsque je suivais des cours avec François-Yves Gentry, c'est sûr que je faisais du figuratif, puis j'aimais ça. Je travaillais à l'huile. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Mais lorsque j'ai pris ma retraite, au début, je voyais une différence dans les tableaux. Les tableaux étaient quand même plus réalistes, comme je pense à mon Canard, mon majestueux mandarin. C'est quand même assez très, très réaliste. Mais le déclic s'est fait quand il y a eu l'exposition sur les petits papiers à l'espace contemporain. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai eu l'idée d'incorporer des pièces de tissu comme si c'était un patchwork. Puis séparer mes zones, mes formes avec un contour, avec le cloisonnisme, l'effet des vitraux, l'influence des vitraux. Fait que ça mon style est devenu un peu plus simplifié, peut-être plus stylisé. J'adore ça, travailler les techniques blitz. Ça, j'ai développé ça là, tout de suite dès 2009. J'ai découvert ça. J'adore ça. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui soit en relief dans le tableau. C'est fait avec de la pâte de structure, puis après ça, je peins. Ça donne de la dimension au tableau. Comme par exemple ma pivoine rose que tu as mis souvent sur ton infolettre. Je l'adore. Puis c'est une nouvelle technique en plus. Les bourgeons, les feuilles, les tiges, j'ai tout fait avec de la pâte à modeler. Là. Mais l'argile là, qui sèche à la température de la pièce, tu n'as pas besoin de cuisson. Après ça, tu peux la peinturer. Après ça, tu colles tes éléments. Ça prend une bonne colle. Ça, j'aime ça. Puis, je vais continuer
à développer ce style-là. Aujourd'hui, quelle place occupe l'art dans ta vie et quel projet artistique as-tu en tête pour l'avenir? C'est sûr que l'art occupe beaucoup de place dans ma vie, mais j'ai un très beau défi à surmonter qui est ma biographie. J'ai commencé à écrire, je remets mes textes à Mélanie pour qu'elle les revise. S'il y a des corrections à faire, on le fait ensemble. Puis là, j'ai hâte de reprendre l'écriture, parce que là, j'ai été prise dans les photos, là. Mais je veux que mon livre soit publié en novembre 2026. J'y tiens. Puis, un autre projet, j'espère qu'il va se réaliser. La semaine dernière, j'ai pas pu rencontrer Claude Vallière. Il avait pris congé. J'ai vu France, j'ai pu remettre mon CV à France, puis France l'a remis sur le bureau de Claude. Puis, je l'ai appelé cette semaine, puis là, on a rendez-vous vendredi prochain, le 12. Et là, je veux lui parler de l'exposition pour mes 50 ans. Est-ce qu'il accepterait? Et je veux lui parler de la préface de mon livre. Étant donné qu'on est très près, je pense qu'il est à peu près certaine qu'il va accepter. Fait que ça, c'est des beaux projets. Puis, j'espère me rendre à 60 ans de carrière. On verra, si Dieu le veut. Si tu pouvais revenir en arrière, referais-tu les mêmes choix? Oui, je referais les mêmes choix. Peut-être avec des petites différences, mais tout le parcours que j'ai fait, l'enseignement, le design, l'artiste peintre, je suis heureuse, je suis comblée. Je remercie Dieu, je remercie Mélanie. On a fait des grandes choses ensemble. Alors non, je ne regrette rien et je ne changerai rien. Je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Puis, si c'était à recommencer, je referais la même chose. J'ai aucun regret. D'ailleurs, il ne faut pas avoir de regret. Il ne faut pas avoir de l'amertume. Il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit serein, être dans la sérénité, c'est important. Dans l'harmonie, dans la bonne entente. Voilà. Un grand merci, chère Ginette, pour ta générosité et ce partage si enrichissant. Ton parcours démontre avec brio comment l'art et l'éducation peuvent se nourrir mutuellement. Nous te souhaitons encore de nombreuses années de création et beaucoup de succès dans tes projets à venir. Pour en savoir plus, visitez son site web ginetteH.com. Merci du fond du cœur. Je suis comblée de gratitude envers vous deux. Vous êtes des trésors pour moi. Et je suis très reconnaissante. Alors, un grand merci pour tout ce que tu fais. Ton dévouement, ton travail, ton implication, c'est important. Et ça m'émeut. Et en plus, on a créé une belle complicité ensemble. On va aller à Paris ensemble. Alors, je ne peux pas demander mieux. Je suis heureuse.